Sur le premier rouge de Marseillais, là. Ouais. Parce que Benassia, on pouvait considérer qu'il a été mettre un coup de pression volontaire, qu'il était dans la maîtrise, je ne sais pas. Mais il va falloir qu'il se calme un peu, quand même. Ouais, faut qu'ils arrêtent, qu'ils soient détendus un peu, parce que le spectacle qu'ils donnent en tribune, il est tout à fait ridicule. Encore ce Alors, soir, je sais pas c'est s'ils sur la sont réalisation, ouais. dans leur état normal ou s'ils sont dans une surexcitation étonnante, mais faut qu'ils se calment gentiment un peu. Et là, il ne s'est rien passé, donc le président de l'Olympique de Marseille, il peut être un peu normal et digne, vous voyez, non? En plus, ça se diffuse sur le... Elle en parlait, Candice. Sur le terrain, on les a tout de suite sentis très impatients, très nerveux. Pas seulement Mopé, mais même Balerdi. Balerdi, moi, à un moment, j'ai cru qu'il allait se faire expulser parce qu'il était très nerveux, il n'arrêtait pas de pas un parler. très calme non plus. Hein. Mais bien sûr, mais c'est quand même le capitaine. C'est autre chose encore. Ouais, mais l'entraîneur, je le trouve beaucoup plus l'environnement, il y a eu une impatience qui est née du début de saison. Et on sait comment ça se passe à Marseille dans le contexte là-bas, etc. Tout le monde a cru tout de suite au titre, etc. Mais depuis 4 matchs, ils s'en rendent compte qu'il y a des victoires en trompe-l'œil. À Lyon, c'est en trompe-l'œil. Ils ont très peu, ils ont un expected goal par match. C'est très très peu. En général, ils marquent plus de buts que par rapport on va dire, au but, enfin, aux occasions qui devraient générer des buts. Les joueurs le sentent sur le terrain, qu'ils ont une possession, ils ont quasiment 80% du temps le ballon, mais c'est complètement aride parce qu'ils n'arrivent pas à se procurer de situations de but. Et les joueurs le sentent, ça les rend nerveux parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution pour être dangereux. Et c'est exactement ce que tu disais, Régis. Il n'y a pas de changement tactique, il y a un dogme en fait. Et il n'y a pas de changement pour... Par rapport à l'euphorie, même au cas d'arbitrage, je me souviens que De Zerbi, en conférence de presse à Lyon, après la rencontre, lui dit, bon, pour moi, c'est Balerdi qui a fait une bêtise. Il a chargé son joueur et il n'est pas allé dans le sens de Mehdi Benatia. Bon, il s'est rattrapé après, comme par magie. Et sur le moment, quand on lui pose la question du titre, il dit, non, mais le titre, on n'y pense pas du tout. On va essayer de retrouver la Ligue des Champions. On va prendre les matchs... Ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Non, mais je ne le vois pas en train de dire, oh, je pense que le PSG, cette année, c'est dans la pocket. Non, il ne peut pas dire ça comme ça. Il aurait pu un peu... Il est obligé de dire, non, attendez, vous savez d'où on vient, on est en Coupe d'Europe. Pardon. Il a commencé en disant, poursuivre les... pas là pour être second. Poursuivre les comptes de De Zerbi et choses comme ça, avant le début de la saison, c'est juste avant leur premier match. C'est plus le premier match contre Brest. Voilà. Oui. La veille, c'est pas interdit de rêver. Voilà. À propos des titres. Il avait ouvert la porte. Et puis à un moment, quand ils sont en situation, ils referment un peu. On connaît à peu près leur stratégie de communication. Il aurait très bien pu dire on est candidat, mais ça se confirme. Enfin, c'est pas infamant quand tu es leader et que tu viens de battre Lyon en infériorité numérique. Il aurait pu céder à ça, mais je trouve qu'il est relativement calme et qu'il fait bien son job pour le coup là-dessus. Mais après, c'est pas parce qu'ils font des carrés, des rectangles perpendiculaires ou des triangles isocèles, je sais pas quoi, que c'est des génies. C'était bon, Matt. Que ce sont des génies du football. C'est-à-dire que des entraîneurs dogmatiques, il y en a toujours eu. Ouais. Giroud était un entraîneur dogmatique. Il ne changeait jamais. On se moquait de lui, sauf qu'il a gagné des choses. Mais au moins, il n'essayait pas de passer pour un génie du football. Et aujourd'hui, dans la foulée de Pep Guardiola, qui lui, pour moi, est un génie de ce jeu, même si parfois il a d'ailleurs commis des erreurs parce qu'il était tellement... Mais il est dans l'ajustement permanent, Guardiola. Oui, on ne peut pas comparer. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se prennent pour des Mirabel ou Siro et qui croient qu'ils réinventent la roue. Et en fait, ça reste du football avec 11 joueurs. Et c'est pas parce que tu relances à 3, que tu fais des carrés, machin, que faut se détendre aussi un peu. Et des carrés à 3, c'est pas facile. Ouais, j'ai pas dit des relances à 3. Ou alors je me suis mal exprimé. J'ai dit des relances à 3 et des carrés au milieu. Parce que j'ai l'impression qu'on a à peu près le même niveau en géométrie. Mais on va aller voir on va aller voir après. Juste pour finir, parce que par exemple moi De Zerbi, et là j'ai pas la réponse. Je sais qu'il a été utile parce qu'il y a des joueurs qui sont intéressés par l'idée de travailler avec lui. Ouais. Souvent en fait c'est l'entourage, parce que l'entourage est pris par cette mode. Mais donc ça a été utile pour recruter certains joueurs. Mais moi je ne sais toujours pas si c'est un top niveau, un très très grand entraîneur, ou s'il fait partie des bons entraîneurs, comme il y en a, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et là, je passe la main à l'un d'entre eux. Oui, ben non, mais non, c'est pas tellement de quantifier, on va dire, de quantifier De Zerbi, parce que peut-être, à mon avis, que la saison va nous apprendre des choses. Mais sur le fond, l'intervention de Sébastien là. Sur les coachs à la mode, sur, on va dire, les coachs à la mode. Non, mais c'est encore autre chose. C'était un peu ça, quoi. Les coachs qu'on la cote. Les coachs qu'on la cote, qui sont entourés d'une aura. Non, mais les dogmes. Pardon, le travail de De Zerbi, là,
hormis peut-être un peu ce soir. Moi, ce que j'ai vu, s'il y a un truc qui est bien, qui est intéressant. Début de saison, parce que j'ai été curieux de voir, quand même, il y a toujours des choses à prendre, de toute façon, de tout le monde. Je trouvais qu'il y avait des schémas et des déplacements, surtout des déplacements dans l'utilisation du ballon, pour mettre l'adversaire en difficulté. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Soit le latéral aussi venait, les trois axiaux, ils étaient très proches pour fixer au maximum. En fait, je trouve qu'il y avait une idée. Mais aujourd'hui, outre l'adversaire, il y a, en fait, est-ce qu'il est capable, c'est un peu déplacé ce que je vais dire, de changer le logiciel par rapport à un adversaire qui lui propose qui le contrarie. Ce que fait justement Guardiola. Parce qu'en fait, il y a une énorme différence. La parole à votre adjoint, Régis. Oui, mais... non, mais parce que justement... C'est très bien. À mon avis, je ne prendrai pas comme adjoint. Oui. Oh, le salaud, le poignardeur. Je vais abonder. Abondons. Il y a une très grosse différence entre jouer l'équipe surprise entre la 6e et la 8e place, comme ça a été le cas avec Sassuolo, comme ça a été le cas avec Brighton, et être un laboratoire, en fait, mais réussir des coups, mais terminer entre 6 et 8e, avec une équipe qui a le budget pour terminer 15e. Ça, c'est ce qu'a réussi De Zerbi, et c'est pour ça qu'il a la cote. Et il y a une très grosse différence entre ça et être à la tête d'une équipe qui doit jouer les 2-3 premières places, et qui est forcément attendue comme le match de la saison ou l'un des matchs de la saison par ses adversaires. Bien sûr. Et ça change absolument tout. Et à la tête de ces équipes-là, il faut des entraîneurs qui sachent faire les ajustements, comme c'est le faire Guardiola, et comme ne le fait pas suffisamment, enfin ne le fait pas du tout même De Zerbi, parce qu'il reste trop fidèle à son schéma et au plan de jeu. Après, mais, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Après, sur le style que veut mettre en place De Zerbi, c'est aussi des choses qui prennent un peu de temps. Pour le coup, il est là depuis peu de temps. Il a, par la faute parfois de ses joueurs, ça fait quand même 3 matchs qu'il a des suspendus parce qu'ils prennent des cartons rouges. Il y a pas mal de joueurs qui sont blessés. Moi, quand je vois aujourd'hui, alors même s'il y en a un qui marque, mais le niveau... Qui manque ce soir pour avoir un football de zerbien. Non mais c'est... qu'il est le Ronaldo qui n'était pas là. Mais indépendamment de ça, moi je trouve que dans la variété, quand on parlait de la profondeur, des dangers sur les côtés, j'ai souvenir, même si c'est un match qu'ils n'ont pas gagné, que Quentin Merlin, ce soir-là par exemple, leur avait été très utile et ils n'ont pas un latéral. Alors ça, on pourra rediscuter du recrutement de l'Olympique de Marseille, mais quand il y avait un garçon comme Quentin Merlin qui était capable d'aller très haut, d'apporter des centres et d'apporter du danger dans le couloir, par exemple à Reims, il s'en est servi outrageusement. Donc c'est pas quelqu'un qui est constamment obsédé par l'axe. Moi je trouve que... c'est là que je partage pas ton avis. Merlin, moi je me souviens ce soir-là, il a eu, je sais plus, il a dû faire 10 ou 12 centres. Sur Merlin, je suis d'accord avec toi. Un contre-attaquant, une bonne participation, une bonne relation. Tu vois, quand c'est Murillo et Garcia, ça change quand même un peu. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qui passe pas auprès de votre deuxième adjoint? Non, mais sur des... Là, le point de correction. Ils vont jamais réussir à y faire. Vous ne partagez pas l'avis sur quoi, là? Non, mais on dit qu'il insiste beaucoup dans l'axe, où il fixe énormément dans l'axe pour trouver les bonnes passes ou les bons décalages. Ou la première relance ou la deuxième passe, ça pourrait se faire plus vite dans la largeur, qui permettrait peut-être de créer autre chose. Mais lui, il fixe au maximum. Sur les entraîneurs, soi-disant, on va se mouiller un petit peu, sur les entraîneurs qui amènent des nouvelles idées qui viennent de l'extérieur. Quand vous arrivez dans un club, quand vous êtes joueur, il y a toujours une forme de curiosité par rapport à ce qui se dit ou ce qui s'est dit. Donc les joueurs sont en éveil, en écoute. Il va nous apprendre des choses. Donc on va écouter. Donc les premières séances, toujours beaucoup d'euphorie, beaucoup d'énergie. Je veux tel déplacement, vous expliquer les choses, arrêter avec le ballon ici et là. Les matchs passent, ça marche un peu moins bien avec le temps. Et vous savez comme moi que les joueurs sont toujours en train de titiller les entraîneurs pour savoir est-ce que vous êtes capable de proposer autre chose dans vos idées. Il y a une lassitude en fait, c'est ça que tu dis. Et je ne sais pas si c'est une lassitude, mais pourquoi on insiste sur ce schéma et on ne nous explique pas autre chose? Parce que les joueurs sont toujours en train de nous tester, tout le temps. Tout le temps. Ouais. Soit à travers les questions, soit à travers les séances, ou à travers les préparations de matchs tactiques par rapport à un adversaire. Parce que l'adversaire, ils vont nous proposer quelque chose. Ouais. Mais quand ils nous proposent quelque chose qui ne va pas, pour nous,
en quoi on change. Alors, soit vous avez des relais sur le. Soit vous avez des relais. Ça, c'est la question qu'un joueur pourrait vous adresser, coach. C'est ça? Bien sûr. Oui, d'accord. Okay. Et donc, les questions, ils existent. En fait, c'est une question ouverte. J'ai une question pour toi, parce que ça fait 3 matchs que les adversaires font un marquage individuel sur les milieux de terrain, le fameux carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait, coach, pour continuer à être efficace alors qu'on a un marquage individuel? Moi, ce que j'ai vu ce soir, par exemple, les 3 axiaux, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est les 3 axiaux, ils jouent sur 20 mètres, 25 mètres. Prends tes responsabilités. Et il n'y en a aucun, l'axe droit et l'axe gauche, qui s'est mis un petit peu plus large, déjà un petit peu plus large, pour gagner 10 mètres sur la largeur, ce qui permettrait à l'axe droit ou l'axe gauche, dès sa première prise de balle, de gagner 10 mètres. Qui obligerait à l'adversaire de sortir parce qu'il a gagné 10 mètres. Donc le carré serait un peu libéré. Un petit peu plus libéré et ça donnerait des espaces. Donc que ça. Après, il y a d'autres choses à faire. Mais le rôle de l'axe droit et de l'axe gauche de pouvoir gagner 10 mètres, soit un peu dans la largeur, ou soit sur une situation droite, obligerait à l'adversaire de sortir. Parce que vous regardez Angers, là. En fait, les 3 axiaux, ils étaient sur 22 mètres. Je dis, ils ont 7 mètres d'intervalle entre les... Mais pourquoi? Vous avez vu, Balerdi, à un moment, il a arrêté le ballon. Il attendait et Angers, il ne bougeait pas, en fait. Non. Et pourquoi pas l'axe droit et l'axe gauche? Ils ne s'écartent pas un petit peu plus haut, mais presque comme, pas des latéraux, mais presque. Et les latéraux, ils ne se présentent pas comme des joueurs de couloir, mais très très haut. Ça oblige à l'adversaire de reculer, et ça va donner de l'espace dans le milieu. Pardon, mais dans ce que vous dites, et dans ce qu'on demande parfois dans les observations qu'ont fait les copains, Hugo Guimet et tout ça, en disant, est-ce qu'il est capable de changer son logiciel? La réponse de Régis, on ne change pas de logiciel, mais on s'adapte un peu. On a une préparation, on a des angles de début de passe qui sont, ou de début d'action qui sont un peu différentes. Il faut que l'organisation soit liquide. C'est ça, en fait. Exemple, donc, c'est-à-dire qu'on. Enfin, vous êtes mis dans les pas de De Zerbi, mais c'est peut-être aussi un petit peu votre propre histoire que vous racontez. C'est-à-dire qu'on garde quand même un schéma. On garde un schéma, mais après, on peut le proposer, on peut le déformer, ou on peut le présenter de manière un peu différente. C'est des ajustements. Ça fait partie des préparations de match et des discussions. Si l'adversaire, on sait qu'ils vont défendre comme ça parce qu'on s'y attend. À un moment, si c'est 10, 15, 20 minutes, à un moment, il y a la responsabilité. C'est même un truc très simple. Moi, il y a Giovanni qui est à côté de moi et on est sur la même ligne. C'est mal barré. Je le joue pied. Il va faire un contrôle, il va toucher, il va grimper de 2-3 mètres. Mais moi, si je lui fais une passe et je la donne au niveau de Sébastien. Mais en fait, que la passe m'a fait gagner 5 mètres. Mais 5 mètres sur une sortie de balle, c'est énorme. C'est hyper important. En fait, ça va accélérer le reste des déplacements des autres. Là, faites pas la passe à parce que vu son visage, il veut pas avoir le ballon. Non, il veut pas. Il refuse. Là, le mec est passif. Il est meilleur sans ballon. Il joue sans ballon très fort. T'es mal renseigné, comme quoi. Finalement, tout arrive. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais j'ai quand même une question, mais moi, j'ai toujours des interrogations. Oui, et vous n'avez pas les réponses. Non, mais parce que, par exemple, c'est valable avec Luis Enrique également. Entraîneur dogmatique. Oui. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, je ne suis pas Bac plus 12 en BEPF. J'arrive pas à comprendre comment il ne voit pas. Donc je me dis, soit le gars, il veut gagner que comme ça, et pas autrement, il préfère perdre. Soit il ne voit pas. J'arrive pas à imaginer qu'il ne voit pas. De Zerbi, Enrique, on le connaît mieux, j'allais dire. Non, mais Luis Enrique, il se procure quand même beaucoup d'occasions par match, mais surtout, il a gagné des titres. Il n'est pas le même joueur non plus. Ah oui. Il a quoi, pardon? Il a gagné des titres, il a gagné la Ligue des Champions. Saint-Germain, champion de France, c'est pas. Il a gagné la Ligue des Champions. Oui, il a gagné. Il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner. Il a été à l'AS Rome. Oui. Il n'a rien gagné. Oui, Celta Vigo, il n'a rien gagné. Bah oui, mais c'est sûr que pour gagner. Mais les gens, ils gagnent rarement des titres avec le Celta Vigo. Après, tu arrives à Barcelone, la première année, il gagne la Ligue des Champions avec une équipe de Martiens. Oui. Et après, ça se délite. Donc on lui demande de partir. Après, il a l'Espagne. 8e de finale en Coupe du Monde. Catastrophe. 1 euro, demi-finale, mais enfin bon, lamentable au niveau du jeu. Et au Paris Saint-Germain, on se régale depuis 1 an et demi. Donc, je vois les choses. Donc, bien sûr que tu as gagné des titres avec Barcelone, mais et Richard aussi a gagné des titres avec Barcelone. Ben oui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un grand entraîneur. Mais vraiment, pour le coup, sans ironie, sans rien, je n'arrive pas à comprendre il voit les pourquoi il ne change pas certaines choses. Quand tu as des joueurs d'exception en termes de transition, en termes de rapidité, de vitesse, de percussion, pourquoi à un moment tu joues pas différemment? Je ne comprends pas. Je peux vous répondre? Je peux peut-être vous répondre. Non, parce qu'en fait, les coachs espagnols sont. Enfin, il y a une école. Mais là, on parle de De Zerbi. C'est pas De Zerbi aussi. Ah, ben, mais je mets Luis Enrique. C'est pas le même jeu.
Mais je mets Luis Enrique et De Zerbi un peu sur le même thème des entraîneurs dogmatiques qui ne veulent pas changer. Alors vous avez une réponse. Non, mais vous avez un réflexe très d'Étienne, parce que j'ai écouté un jeu. Non, d'Étienne. Non, d'Étienne française. Non, mais c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Ouais. Les coachs en France, et je parle sous le contrôle de Régis, vous me dites, vous me tapez, il y a pas, on va dire, une école de pensée du jeu, il y a une école d'adaptation permanente. On part, et souvent le truc c'est, on fait son équipe, mais on bâtit son équipe avec l'effectif qu'on a. Non, moi j'avais écouté un des formateurs. Je ne connais plus son nom. Tivillier. Peut-être. Tivillier, non? Oui. Il vient de quitter la DTN. Oui, je annexe ton DTN. Justement, il a été viré. Non, mais on part de la création de son équipe, on fait jouer son équipe, de là-bas avec une radiographie de ceux qu'on a de son effectif. Voilà. Non, mais j'ai rien à rajouter. Mais peut-être qu'il y a des jeunes entraîneurs qui sont un peu différents. Il y a des nouveaux entraîneurs, ceux qui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui ne sont pas nécessairement en Ligue 1, parce que je parle des fois avec des jeunes, et ils sont très pointus sur toutes ces histoires de système, et justement très influencés par toutes les écoles portugaises, parce que la première école un peu nouvelle qui était venue, c'était les Portugais, et là, comme ils étaient tous universitaires, donc on s'est tous dit, tiens, on va tous essayer de faire... C'est quoi? Non, parce que moi, c'était au Portugal, c'était la préparation intégrée, de plus faire de physique, mais sinon la manière de jouer, la mécanisation du jeu, c'était portugais, ça? Non, mais il y a eu quand même des théories intéressantes chez les Portugais. Après, évidemment, il y a les Italiens, les Espagnols. Les Espagnols, depuis la nuit, je dis pas la nuit des temps, mais enfin, depuis pas mal de temps. Ça fait que c'est vrai que les Français, ça passait un peu pour les ringards, les entraîneurs ringards. Alors que c'est tout aussi dur de pouvoir s'adapter à un effectif que de construire. Par exemple, Enrique, s'il construit son effectif, lui, pour le coup, il a un budget incroyable, et on nous dit qu'il n'y a pas tellement de stars. Mais c'est parce qu'il ne les veut pas. C'est parce qu'il ne veut pas non plus avoir à se charger peut-être d'un Osimhen qui ne rentrerait pas dans son principe de jeu, alors que c'est peut-être un attaquant qui pourrait lui servir. Mais ça ne rentre pas dans son cadre de jeu. Quand tu disais il est dogmatique, évidemment, aujourd'hui, tu as des gens ultra dogmatiques. Lui, je pense, non, mais lui, c'est le symbole absolu du dogmatisme, je pense. C'est-à-dire que là, De Zerbi, moi, le connaissant pas assez, parce que quand il jouait à Brighton, moi, je regardais de temps en temps Brighton, mais Brighton, ça jouait aussi pas mal sur les côtés. Les Adingra sont révélés là-bas. Non, mais oui, mais c'était pareil. Ils aspiraient. En fait, c'était une équipe. Oui. C'est les mêmes, mais c'était une équipe. Donc ils jouaient un peu différemment. Hervé, il faisait pareil que ce qu'on a vu là, sauf que ça fonctionnait mieux parce qu'ils avaient des joueurs beaucoup plus rapides et ils sortaient le ballon plus rapidement. Mais c'était une équipe qui contrait en possession, c'est-à-dire qu'ils faisaient comme un peu, on voyait avec Farioli à Nice la saison passée, Todibo, Dante, qui sont des petites passes, et on l'a vu ce soir avec les Marseillais, en essayant d'aspirer l'équipe, créer un espèce d'espace en fait derrière l'équipe qui défend et contrer en étant en possession. Et ils faisaient beaucoup ça avec Brighton et ça fonctionnait en première ligue. Mais tu as tout résumé. Pardon, vas-y. La seule différence avec Brighton, le rôle de Kondogbia et de Højbjerg. À Brighton, leurs 2-6 du carré, là, les deux positions basses, c'était des petits, et ils allaient se positionner dans une situation, j'appelle ça le demi-espace, mais dans la zone où les deux, moi je vous parlais des trois axiaux, mais eux ils sortaient du carré, ils se mettaient ici. Ils étaient hyper mobiles en plus, Ils avaient une mobilité incroyable. Donc, De Zerbi, il a signé à Marseille. J'ai été voir, parce que j'avais la curiosité de voir à Brighton ce qu'ils faisaient. Et leurs deux milieux de terrain, qui étaient des petits gabarits, ils avaient une mobilité qui était incroyable. Là, c'est plus des joueurs de poste. Là, on est là pour... donc là, ça devient plus le problème de l'entraîneur, c'est le profil de recrues. Voilà. Pas de recrues ou d'effectifs, en tout cas. On en revient à l'adaptation à ton effectif. Il ne voulait pas Kondogbia. Il l'a trouvé finalement bon avec les entraînements. Il s'est dit, je vais l'utiliser. Mais au départ, ce n'était pas du tout dans l'esprit le profil qu'il voulait. Mais Rabiot, c'est quelqu'un qui peut se mettre dans le demi. Lui, il va le faire. Il va pouvoir le faire. Mais on parlait de Luis Enrique du côté dogmatique, etc. Moi, je me souviens que l'an passé, sur la deuxième partie de saison, on a essayé modestement, même si on n'est que des petits journalistes, de parler foot avec Luis Enrique. Donc on lui a posé la question sur l'histoire de la possession. C'était un match à Lens où il y a des buts en transition de Barcola, etc. On lui disait, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas une équipe de transition? Et il nous avait répété pendant plusieurs conférences de presse qu'il n'était pas du tout opposé à cette transition, mais qu'il avait un mode opératoire de garder la balle pour des séquences défensives parce qu'il estimait que ses joueurs n'étaient pas bons sans ballon, donc c'était un moyen aussi de gérer le tempo et d'aspirer le bloc pour offrir des 1 contre 1 à ses joueurs. Bon, ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, il n'est pas fermé non plus à l'idée, quand il faut accélérer, d'y aller. C'est juste sur la préparation, en fait. Pardon, mais le problème de Luis Enrique, c'est par rapport à ce qu'il nous dit en conférence de presse. Les rares fois, il nous dit des choses. C'est très rare, mais parfois, il le fait. Et les matchs qu'on voit, je trouve qu'il y a... Moi, je pense qu'il ne conçoit pas que son équipe n'ait pas le ballon. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais en fait, il part de ce principe, il me dit comment mon équipe ne peut pas jouer avec. Oui, mais parce que quand lui, il a le ballon, ça veut dire qu'il ne concède rien. Il est obsédé par ça. Oui, donc il ne conçoit pas ça. Exactement, c'est du contrôle.